Alors, bien entendu, l'efficacité du vaccin n'est plus à prouver puisqu'on a des chiffres qui sont absolument probants, c'est-à-dire qu'on a 90% d'efficacité sur les hospitalisations et les formes graves, d'une part, et d'autre part, sur les formes symptomatiques, on a quand même 84% d'efficacité, tout vaccin confondu. Donc, inévitablement, effectivement, le vaccin est incontestablement efficace. Il y a effectivement des armes que nous avons pu acquérir de notre connaissance de la Covid-19, c'est-à-dire notamment la prévention des embolies pulmonaires, qui est faite de manière quasi systématique sur toutes les formes sévères, et puis les méthodes de ventilation en réanimation, mais cela reste des méthodes qui sont utilisées en cas de forme grave. Donc clairement, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y ait d'autres armes efficaces que le vaccin. Ça, c'est certain. Par ailleurs, la pression sanitaire, elle reste quand même extrêmement forte sur un système de santé qui lui-même est en difficulté depuis des années. Comme nous le disions effectivement à nombreuses reprises, que ça soit à la MUF ou alors que ça soit finalement tous les professionnels de terrain réunis. Il y a énormément de mouvements de grève qui ont été entamés pour signaler justement les manques d'effectifs et les manques de lits. Et ça, inévitablement, c'est quelque chose qui est à prendre en compte pour limiter la pression sanitaire au niveau de notre système de santé, qui plus est, qui est fragilisé comme on le sait. La Fédération Sud de Santé Sociaux, en tout cas, tient vraiment à distinguer le caractère obligatoire du vaccin de l'utilité du vaccin. En l'état, la vaccination nous semble pour l'instant réellement limiter les formes graves de la maladie. En revanche, l'efficacité est beaucoup plus relative en ce qui concerne la contamination et la contagion. Et donc, on souhaite mettre en avant le fait que la vaccination n'est pas en soi un outil magique ni un totem d'immunité. Et donc, notre position, c'est que cette obligation vaccinale, quelque part, est une hypocrisie, dans le sens où nous réclamons depuis des mois la levée des brevets sur les vaccins, lever des brevets qui permettraient l'accès des populations des autres pays, y compris des pays défavorisés, à cette vaccination. Et tant que cet accès n'est pas garanti, le virus continue de circuler et de nouveaux variants continuent d'apparaître et d'émerger. Et donc, ça va fournir en fait un cercle vicieux avec une nécessité de réactualiser des vaccins, avec des laboratoires qui vont facturer encore plus le coût des vaccins et éloigner encore plus les populations les moins favorisées de ces vaccins. En effet, on peut considérer que c'est une atteinte aux libertés individuelles, évidemment, puisque c'est une décision qui ne provient pas des individus, mais qui provient de l'État. Mais c'est une atteinte aux libertés individuelles qui est motivée par une situation sanitaire exceptionnelle et qui finalement a pour objectif l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Donc, on peut toujours mettre en perspective cette obligation vaccinale avec l'obligation, par exemple, du confinement, qui est, à mon sens, une atteinte aux libertés individuelles qui est bien plus importante et bien plus lourde de conséquences, d'une part. Ou alors, regardez un petit peu autour de nous. Si vous voulez, pour exemple, en Algérie, les personnes qui ne respectaient pas le confinement passaient 3 jours en prison. Donc, on a quand même une mise en perspective qui, à mon sens, mérite d'être faite. C'est vrai que quand on peut voir les critiques qui sont faites, moi, j'entends très bien et je suis fière de faire partie d'un peuple qui est vigilant et qui est cultivé et qui, justement, met en parallèle la situation actuelle pour essayer, effectivement, de préserver à tout prix les libertés individuelles. Par contre, il y a un moment quand même, il y a des comparaisons qu'on ne peut pas autoriser. Donc, il faut simplement remettre les choses en perspective. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Et également, il y a aussi les instances auxquelles on peut faire confiance, qui sont garantes de la liberté justement individuelle. Je pense par exemple au recours qui a été déposé par 74 députés auprès du Conseil constitutionnel, qui doit rendre d'ailleurs sa réponse aujourd'hui, concernant l'atteinte estimée du pass sanitaire aux libertés individuelles, le fait que finalement peut-être il n'y aurait pas assez de doses et la logistique serait un petit peu complexe à mettre en place pour que tout le monde, toutes les personnes concernées puissent avoir accès au vaccin dans les temps. Donc ça, effectivement, je pense qu'on a une bonne marge de sécurité en France de par la vigilance d'instances qui sont justement garantes de la liberté individuelle.
C'est clairement une attaque sur le libre arbitre de la population, dans la mesure où cette vaccination qui est rendue obligatoire va limiter, encore une fois, l'accès des populations qui n'auront pas choisi de se faire vacciner pour le moment, puisque faut bien préciser que la plupart des gens, alors moi, mon secteur, c'est l'hôpital, mais la plupart des gens ne sont pas opposés à la vaccination en soi, mais auraient tout simplement souhaité avoir un petit peu plus de recul, parce que c'est vrai que ces vaccins font appel à des méthodologies qui sont relativement récentes dans leur finalisation. Et donc, il y a une méfiance, une crainte par rapport à cela. Cette obligation vaccinale va entraîner une discrimination, encore une fois, dans l'accès des lieux publics pour tous ceux qui auraient choisi de ne pas se faire vacciner tout de suite. Rendre la vaccination obligatoire, c'est aussi une violence sociale envers les salariés. Parce qu'ils vont se retrouver sanctionnés, criminalisés, privés de rémunération, alors même que les textes ne prévoient pas de possibilité de défense en termes de représentation du personnel, en termes d'intervention de l'inspection du travail, etc. Et donc, c'est une violence sociale puisqu'on prive les salariés de moyens de défense consécutivement aux sanctions disciplinaires auxquelles ils seront exposés. Alors, inévitablement, je pense que ça, c'est du bon sens, bien entendu. Si on limite la contagion, si on limite les formes graves, bien sûr, la pression sanitaire sur les hôpitaux est bien moindre. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle la vaccination obligatoire, à la MUF, nous y sommes favorables. C'est évident. En effet, l'efficacité de la vaccination, qui donc n'est plus approuvée sur le plan scientifique, c'est absolument indispensable de s'y fier parce que nous sommes dans un contexte où le système de santé ne peut pas encaisser une vague supplémentaire de patients graves. Donc, il y a une efficacité d'une part sur la contagiosité, donc sur le nombre de patients, et également sur la virulence, la gravité de l'atteinte de la Covid-19 donc pour les patients. Et en conséquence, cela limite non seulement le nombre de patients, mais également leur gravité, donc l'engorgement des services de réanimation et d'urgence. Et la problématique dans laquelle nous nous trouvons, en fait, c'est la problématique d'un système de santé qui est exsangue, qui crie sa souffrance et son manque de moyens humains, matériels, logistiques depuis des années. Et effectivement, les effectifs cibles sont toujours vus à la baisse, si bien qu'on se retrouve beaucoup avec du cumul de tâches. C'est une obligation vaccinale qui est indispensable parce qu'on a un système de santé qui n'est pas capable d'encaisser une vague supplémentaire, ni au niveau des personnels. On a des personnels qui sont à bout, qui sont fatigués et qui en plus remettent en question leur engagement de service public parce que le Ségur n'a pas répondu aux attentes et en conséquence n'a pas su redynamiser et remotiver le personnel. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez à la fin d'un poste difficile, vous avez donné le maximum de vous-même et que vous avez encore l'impression de ne pas avoir pu soigner correctement les gens par manque de moyens, par manque de lits, parce que des gens de 90 ans sont parfois hospitalisés pendant 24-48 heures dans des couloirs, dans des urgences, c'est complètement indigne. Et bien finalement, on peut tout à fait comprendre que la dynamique motivationnelle soit complètement rompue et qu'il y ait déjà des sous-effectifs et que ça soit encore majoré finalement par des personnes qui se retrouvent plus dans leur métier. Le problème, c'est que les hôpitaux, ils sont engorgés constamment. Et puis pas que en cas de crise sanitaire, puisque c'est les hôpitaux, ils sont engorgés à chaque difficulté sanitaire, puisqu'ils étaient déjà engorgés quand il y avait la grippe, quand il y avait la gastro, quand il y avait la canicule, quand il y avait les bronchiolites. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui désengorgerait les hôpitaux, en revanche, ça serait de rouvrir des lits, de recruter du personnel ou de prendre des mesures d'attractivité pour que le personnel qui a démissionné ait envie de revenir dans les hôpitaux. Et de donner des moyens humains et matériels pour assurer un vrai suivi des maladies chroniques, puisque si on n'assure pas un suivi suffisant, les patients sont hospitalisés, de mettre en place des politiques de dépistage de toutes des maladies graves, chroniques, etc., qui soient réellement efficaces, au lieu de continuer à fermer les établissements. On a encore pas loin de 10 services d'urgence qui se retrouvent fermés cet été.
Et c'est de tout cela dont on est très conscient dans les hôpitaux que tout cela, ça n'a pas bougé. Et dans ce contexte-là, rendre la vaccination obligatoire, alors qu'on nous a demandé de tester, par exemple, la vaccination à AstraZeneca et qu'on a traité les soignants qui déclaraient des effets indésirables et qui ne pouvaient pas prendre leur poste, ces soignants-là, ils ont été traités de fainéants. Et tout cela, ça participe en fait à la défiance d'une petite partie des personnels soignants et d'une petite partie de la population. Défiance qui est tout à fait légitime face aux mensonges d'État que cette population-là a subi. Alors, je me garderai de faire des prédictions, parce qu'effectivement, je pense que s'il y a quelque chose que nous a appris cette pandémie, c'est l'humilité. Si toutefois la médecine, l'exercice de la médecine ne nous l'avait pas appris avant, parce que tout de même, ça reste quand même un art qui rend humble. Mais là, a fortiori, donc je ne ferai pas de prédictions. Je me contenterai d'émettre des hypothèses qu'on peut estimer documentées, c'est-à-dire qu'effectivement, la troisième dose qui est indiquée pour les personnes qui sont notamment immunodéprimées, il y a des situations particulières où d'emblée, de toute façon, une troisième dose est nécessaire. Et puis, si on met un petit peu en rapport cette pandémie avec d'autres épidémies qui peuvent qu'on peut vivre de manière saisonnière, comme la grippe, par exemple, le fait qu'il y ait des mutations régulières de ce virus rend très, très probable la nécessité de rappels vaccinaux, ça c'est certain. Je suis infirmière, je n'ai pas les compétences scientifiques pour annoncer la nécessité ou pas d'une troisième dose de vaccination. Ce qui est sûr, c'est que la circulation du virus est mondiale, que cette circulation est particulièrement prégnante dans les pays qui sont privés de vaccination et que cette circulation va y compris favoriser l'émergence de nouveaux variants et donc va demander au vaccin d'être adapté et on se doute bien que l'adaptation de ces vaccins va être facturée beaucoup plus cher. La vaccination, elle ne peut pas se concevoir dans ce contexte-là à l'échelle d'un pays, elle doit se concevoir absolument à l'échelle mondiale. C'est pour ça que bien au-delà d'une obligation vaccinale dans certains pays riches, ce dont il faut parler, c'est de la levée des brevets pour permettre à l'ensemble de la population mondiale d'accéder à la vaccination. Et pour ce qui est de l'inoculation d'une troisième dose, elle dépendra surtout de l'efficacité du vaccin injecté, de sa durée d'efficacité et puis effectivement de l'émergence de nouveaux variants.